Bonjour à tous et bienvenue dans les Têtes dans le Cloud, un condensé de news tech fortement influencé par l'écosystème Microsoft et animé par des passionnés. Alors aujourd'hui c'est l'épisode 22 des Têtes dans le Cloud, on a une actualité extrêmement dense en ce moment, donc le programme va être assez chargé. Et puis on a la chance d'avoir des nouvelles têtes dans le cloud. On a Maxime aujourd'hui qui nous rejoint. Bienvenue Maxime. Merci, voilà, bonjour à tous. Tu avais dit que je ne ferais pas d'interrogatoire, donc est-ce que tu veux te présenter Maxime ? Rapidement, Maxime Lemeur du coup. Alors je suis consultant technique .NET depuis 6 ans environ. Et j'ai évolué avec les technologies Microsoft depuis toujours, finalement. Un bébé Microsoft comme beaucoup d'entre nous. Et Maxime, donc tu vas apporter une partie qu'on a souvent du mal à traiter chez nous dans les têtes dans le cloud, c'est la partie dev.net, DevOps, etc. Donc ça sera un des sujets du jour. Je te remercie de ta participation, c'est une première. Avec plaisir. On fera le bilan à la fin, du coup, ça te va. Alors je disais aussi, semaine extrêmement dense, parce qu'on a eu, donc pour rappel, dans ce qui se passe un petit peu dans l'écosystème Microsoft, la semaine dernière, on avait l'AI Tour, donc l'événement qui se joue maintenant 2 fois par an avec les équipes de Microsoft, qui se passait au Palais des Congrès, avec principalement orienté client, des présentations, des annonces, des retours d'expérience client. C'était une grosse journée ce mercredi dernier. On a eu le MVP Summit. Kevin, tu as eu la chance d'y aller parce que moi, je ne l'ai pas eu. Je me suis inscrit un peu en retard pour dire les choses comme ça. Donc, MVP Summit, petit débrief. Alors, je sais que tu ne peux rien dire, bien évidemment. On respectera les clauses du NDA, mais la grande question, c'était bien ? Ouais, c'était super. C'était super. En fait, ce qui était intéressant, c'est d'avoir accès aux équipes, vraiment produits qui travaillent dans le développement de toutes les différentes applications de Microsoft. Donc moi, je me suis concentré essentiellement sur les sessions Microsoft 365 et Microsoft 365 Copilot. Donc comme tu l'as dit, NDA, je peux rien dire. Par contre, ce que je peux dire, c'est que la roadmap qu'ils sont en train de préparer et les fonctionnalités sur lesquelles ils sont en train de travailler pour les mois, les années à venir, sur Copilot notamment, c'est quand même assez incroyable. Il y en a certaines là qu'on va voir dans cette émission. Il est dur là quand il dit ça. Arrête de nous teaser. Il y a des trucs qui sont assez incroyables et l'équipe elle est vachement proche, donc en fait on a pu partager vraiment tous les feedbacks qu'on avait nous en tant qu'utilisateurs et MVP, mais aussi les feedbacks de nos clients et les interrogations qu'ils avaient, les problématiques qu'ils ont aujourd'hui. Et du coup, ils sont très réceptifs et ils sont même prêts à ce qu'on échange en off pour qu'on puisse améliorer le produit ensemble. Donc le MVP Summit, pour rappel, c'est un événement communautaire qui est organisé par Microsoft une fois par an aux États-Unis et qui invite toute la communauté des MVP pour partager la roadmap, des retours produits, etc. Donc c'est assez riche, mais bien évidemment, c'est sous couvert de confidentialité. Il y a déjà la date pour 2026 si tu veux. Là, peut-être que je m'y prendrai plus tôt. Donc on avait le MVP Summit et aussi, autre fait dans l'actualité, on a depuis lundi la FabCon qui se passe à Las Vegas, donc la conférence sur Microsoft Fabric. Alors ce qui veut dire qu'on fera un épisode spécial, je crois, on va essayer de le tourner la semaine prochaine dans ce qu'on s'est dit avec les équipes dans l'agenda. Mais pareil, beaucoup d'annonces alors qui sont déjà disponibles sur les blogs. Je vais pas teaser, je garderai tout ça pour l'épisode spécial, mais c'est aussi la grande messe de Microsoft sur Microsoft Fabric qui est jouée 2 fois par an. Et la dernière a été en septembre. Là, on en a une aujourd'hui en mars-avril. Et du coup, beaucoup de nouveautés à traiter. On va du coup se concentrer sur le non-Fabric, le non-MVP. Et on va dérouler l'agenda du jour. Alors, on va démarrer du coup avec... Beaucoup. J'ai un Romain qui était hyper content parce que là, il est revenu avec les sacs pleins de news. La semaine dernière a été une grosse semaine d'annonces. On va regarder en quoi Copilot Studio fait le plein de modèles dans un premier sujet. Et puis après, on enchaînera tout de suite avec toi, Romain, sur la partie IA, agent, flux, tous ensemble pour un nouveau type de flow. Alors, je sais pas s'il fallait que je le dise avec une petite tonalité un peu musicale, mais voilà, je te laisserai la faire, le tous ensemble. On ira avec toi, Maxime, après regarder en quoi GitHub ouvre son espace de travail pour le petit jeu de mots. Alors, c'est un sujet qu'on avait évoqué en novembre dernier lors de la dernière Ignite de mémoire. Et c'est vrai qu'on n'a pas pu se reconcentrer dessus, voir en détail quelle était cette annonce. Je suis extrêmement curieux parce que, comme je te l'ai dit un peu plus tôt, c'est un des produits où j'ai pas du tout la vue. Donc, je vais apprendre plein de choses aujourd'hui, très certainement. Et on finira, pareil, avec un lot d'annonces assez dingue. Le monde de Copilot Microsoft 365 s'étend toujours plus. Donc, on aura du researcher, de l'analyse, de l'interprétor. C'est la valse des agents chez Copilot Microsoft 365. Et tu nous expliqueras tout ça, Kevin. Yep.
On démarre avec toi, Romain. Copilot Studio fait le plein de modèles. C'est quoi le lot d'annonces, le gros récap de la semaine? Dis-nous tout. Il y en a... J'ai même pas tout parce que ça rentre pas en fait, il y en a tellement. Beaucoup de news et du GA et plein de nouvelles choses. Moi je commence par le gros sujet qui est arrivé, qui a été en fait l'arrivée en preview là, du deep reasoning dans Copilot Studio. Donc le deep reasoning c'est quoi? C'est globalement donner des vraies capacités de réflexion à un agent. Aujourd'hui on a des prompts. Donc on a l'impression qu'il y a du raisonnement. Oui, il y a de la compréhension, recherche d'intention, et on essaye d'aller vers l'objectif en certaine autonomie là-dedans. Le deep reasoning, en fait, c'est de confronter les intentions et l'objectif à un raisonnement et de s'assurer que le résultat obtenu correspond à ce raisonnement. Et donc ça va changer beaucoup de choses dans ce qu'on va faire. Et je vais te compléter là-dessus. Hein. Donc c'est en effet une catégorie de modèles qu'on appelle les modèles de raisonnement, ont été annoncés chez OpenAI à partir des modèles O1, mais qu'on va retrouver chez d'autres éditeurs. Tu l'as très bien dit, l'idée c'est que plutôt que générer une réponse qui s'enchaîne, probabilité on va dire, avec les modèles classiques, ils vont découper ces modèles, votre question, en sous-problématiques. Donc ça veut dire qu'ils vont explorer plusieurs pistes de réponse en fonction des résultats qu'ils auront trouvés, notamment sur le web. Si on se source sur le web, et ben peut-être qu'ils auront exploré d'autres pistes, pour à la fin, en gros, concaténer tout l'ensemble et vous faire une réponse très très précise. Et on a discuté pas plus tôt que tout à l'heure avec Maxime d'un cas d'usage où j'ai testé ces modèles, notamment par exemple sur l'organisation de voyage. Si vous voulez voyager à l'étranger, savoir si vous pouvez aller d'un lieu vers un autre en une journée, j'ai fait le test et du coup c'est assez fou. Alors je l'ai pas fait sur Copilot Studio, je l'avais fait sur Bien sûr. Gemini pour le coup, je testais Gemini 2.0 Flash pour voir ce que ça donnait. Et du coup, il allait se sourcer sur tout un paquet de sites. Il allait vérifier d'une part les horaires de transport officiels sur les sites de transport, les temps de visite annoncés sur les sites de guides touristiques. Et en fonction, hop, il déroulait. Donc ça prenait 10 minutes à peu près la réponse, hein, quand même. Donc, mais par contre, on suit tout le flot de réflexion. Les plus méthodiques, pour après en fait. apporter. Voilà, c'est une vraie méthode, comme si on lui posait un problème et il disait bon voilà, j'ai toute une semaine pour chercher dans la bibliothèque. Je vais explorer plusieurs bouquins, plusieurs pistes thématiques, et à la fin, je restitue. Donc c'est assez puissant quand on a des cas complexes à demander en termes de traitement. Donc ça, il confronte le résultat. Et en fait, tu passes d'une IA qui répond à une IA qui réfléchit, exactement. et qui se challenge elle-même. Et ça, voilà. Franchement, quand on me l'a dit, je pense qu'aux gens, allez le tester. Ouais. Vrai. Il faut jouer avec pour vraiment... On peut l'expliquer pendant des heures. Il n'y a que quand j'ai joué avec pour de vrai que j'ai vraiment vu le waouh. Ça, quand on dit, Romain, que c'est que dans Copilot Studio, ça veut dire que c'est quoi maintenant? C'est quand tu crées un agent, tu as la possibilité de mettre le deep reasoning. Ça se présente comment? Alors en fait, comment ça se présente? C'est que justement, tu vas dans les paramétrages d'IA, donc là où tu actives le mode orchestration, là où tu actives l'on-onset mode, qu'on a parlé d'autres fois, que j'en reparlerai. Là, globalement, c'est pareil, c'est un bouton à cocher de l'activer. Mais pour le moment, même quand on l'active, il faut, dans le prompt ou dans la phrase, dire « je veux que tu raisonnes ». Voilà. Okay. Pour l'instant, ce n'est pas automatique. On n'est pas... Donc pour ceux qui on parle de modèle, le modèle derrière, c'est O1. Okay. Sachant que 4.5 le fait aussi. Mais on est sur GPT O1. Moi, vu que je suis aussi sur de l'OpenAI à côté, j'ai accès à la preview 4.5. Elle sait le faire. Mais là, déjà, c'est O1. Déjà, O1, il est fantastique. Il est fou. Hein. Donc déjà, ça, c'est intéressant. Et là où c'est intéressant, et c'est plus intéressant même qu'un O1 dans le GPT, O1, aujourd'hui, a une limitation. O1 ne sait pas chercher sur Internet. O1 raisonne par rapport à des informations. Et c'est là toute la force d'un Copilot Studio, pareil que j'expliquais d'autres fois, où lui, Copilot Studio, il sépare les briques. C'est que souvent, quand on parle de RAG, de la partie de récupération augmentée pour la génération, souvent, on associe le modèle génératif à la façon de rechercher et de retrieve les informations. Copilot Studio est une boîte de Lego modulaire. Et le retrieve, l'augmented et le generated peuvent tous les trois s'interchanger comme des pièces de Lego. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir le génératif, il va utiliser O1 pour raisonner, mais je vais pouvoir utiliser ce que je veux pour le retrieve. Donc, je vais aller chercher du document, du web, etc., vectorisé ou non. Et donc, c'est là où Copilot Studio a une vraie carte intéressante à jouer par rapport aux autres, où tu vas associer le O1 à sa façon de rechercher des infos. Là, je vais utiliser du O1 sur du raisonnement à partir d'un retrieve
normalement n'est pas censé aller chercher des documents ou autre. Et ça, c'est une vraie petite dinguerie en soi. Ok, et ce que je trouve intéressant aussi, c'est le mot-clé, tu dis, tu lui demandes de raisonner, et ça fait sens, parce que le défaut qu'on peut avoir avec ces modèles, c'est qu'en fait, ils sont pas adaptés à tout non plus. Voilà. Pour des questions classiques, ça sert à rien de les interroger, Exactement. ils vont prendre du temps à réfléchir pour un résultat pour pas grand-chose. Donc en fait, je veux pas non plus l'activer à chaque question, il remplace pas mes modèles existants. Par contre, dans certains cas, je veux lui demander de raisonner, ça peut faire sens d'avoir ce mot-clé qui déclenche le truc, quoi. Moi, j'ai un use case qui j'aime bien, si on revient, parce qu'on est comme là pour du pro, parce que tu donnes l'exemple des voyages, mais moi, ce que j'aime bien, c'est le catalogue de matériel du salarié qui arrive. En fonction de ton poste, il y a des entreprises où t'as pas le choix, et puis il y en a des autres, t'as quelque chose, tu peux un peu choisir entre 2-3 PC, entre 2-3 sacoches, etc. T'as un petit catalogue, et tu viens d'arriver dans la boîte, tu sais pas, et puis tu peux demander à des gens. C'est bien, on est en PME. Moi, j'ai fait aussi du groupe international. C'est compliqué. Et il te faut un store carrément. Par exemple, moi, Microsoft, jadis, quand j'étais chez Microsoft, ça allait jadis, il y a 15 ans, il y avait un morceau d'étage où il y avait un store pour les nouveaux arrivants. Donc imagine, c'est agréable, ça coûte cher. Il faut avoir des employés, etc. Et là, qu'est-ce que ça fait ? Ça te permet en fait de dire que, ok, tu viens d'arriver, donc tu as un agent autonome, pour relier un petit peu de choses grandes, qui vient à qui tu demandes de raisonner pour aider le salarié. Le salarié, tu dis, voilà ton catalogue par rapport à ton poste, tu lui listes les éléments, et en fait, vu que il va discuter. Donc moi, mon poste, c'est de faire ci, j'ai envie de faire ça, j'ai telle contrainte, je sais pas, je viens à vélo, du coup, je viens plutôt à vélo, et puis je suis basé en Normandie, donc on va chercher quelque chose qui va être plus facile à mettre dans un sac étanche. Désolé, petit clin d'œil, mais il fait pas la même météo qu'à Marseille, voilà, ce genre de choses. On peut vraiment discuter de ça avec le bot, et il va nous proposer le matériel adapté qu'un humain saurait faire, mais qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a plus trop d'humains à ce moment-là, et c'est plutôt tes nouvel arrivants, débrouille-toi. Oui, donc déjà, c'est pas mal, en fait. Il va vraiment personnaliser à la situation de l'employé et avoir une réflexion sur ce qui serait le plus adapté, quoi. En discutant. Là où faire la même chose, il y a encore un mois, c'était un use case que je traitais déjà en Copilot Studio, mais j'avais moins le raisonnement. Je pouvais exploiter, par exemple, connecter à un ServiceNow, je connectais à la base par rapport au service de ticket, mais le niveau de réflexion n'était pas le même. C'était plutôt, je générais une réponse par rapport à une question, une intention par rapport à des données contenues sur lesquelles je générais une réponse. Là, on va avoir un raisonnement, et là, ça va être vraiment intéressant. Et du coup, vraiment, ça va pousser autrement l'agent autonome en entreprise, c'est qu'on va avoir une vraie logique de réflexion, de raisonnement métier. Et pour moi, un agent autonome, c'est pas juste générer du texte. Un agent autonome, il a une proactivité, et l'autonomie veut dire aller jusqu'au bout de la résolution de mon use case. Et justement, avant, on ne raisonnait pas. On allait au bout en suivant un process déterministe. Le raisonnement rentre vraiment dans on va pouvoir explorer les pistes. Et du coup, donc ça, c'est donc la partie qui est importante, et tu as montré un super cas d'usage. Merci pour ça. C'est la partie donc reasoning. Qu'est-ce que tu as eu d'autre dans les annonces là si on doit les citer? Voilà, toujours parlant modèle, pour aller un petit peu plus vite. Alors, une preview qui est un peu plus compliquée à obtenir, même pour les gens qui sont un peu plus proches, sauf vous, les MVP, vous l'avez peut-être automatiquement, et encore, c'est qu'on va avoir le petit bouton dans Copilot Studio pour choisir le modèle. Ok. Et c'est la suite de ce que je vous racontais d'O1, c'est qu'on va avoir le petit bouton pour choisir 4.5. Ok. Voilà. Donc, c'est très important parce que 4.5, j'ai expliqué avant la différence déjà qu'il y avait entre 1 à 4.5. 4.5 en plus est capable de faire de la recherche internet, du raisonnement profond, de la rédaction documentaire. Donc il va vraiment plus loin dans la créativité. Même si entre le 4 et le 4.5, moi j'ai pas été bluffé non plus. C'est plus sur le naturel du langage aussi. Oui, c'est ce qu'il dit. Mais, alors moi j'étais très bluffé dans la création de documents et d'analyse et de rapports et de documents de recherche. Ouais, sur la formalisation plutôt. Tu veux dire. Autant le 4, je le trouvais très prévisible dans sa structure avec un manque d'autonomie et de créativité. Le 4.5, je l'ai trouvé beaucoup plus critique. Chose que n'avait pas le 4 était affirmatique, le 4.5 je le trouve critique. T'avais un petit sujet, Romain, je crois, aussi sur les notions de connecteurs, si je dis pas de bêtises. Exactement. En fait, c'est mon troisième point, c'était ça a beaucoup buzzé, c'est le modèle contexte protocole. Qui, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est déjà... MCP. Voilà, alors déjà, j'aurais dû dire à Antoine de mettre la Marseillaise, c'est français, monsieur et madame. Donc le MCP, c'est les gens qui ont fait Claude, donc Anthropic, donc en fait, ce qui est donc une IA française très connue. Ils ont voulu définir un protocole pour que les IA causent entre elles. Aujourd'hui, certains ont rigolé en voyant les IA faire des bip-boop entre elles pour causer plus vite. En vrai, ça, c'est une standardisation de protocole d'échange en vue de faire travailler entre elles des sujets liés à l'IA. Donc de la base de connaissances,
du tooling des agents. Ce modèle MCP, en fait, il est très récent, mais il a explosé au sens positif sur Internet, au sens tout le monde l'utilise. C'était un vrai besoin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle d'agents qui doivent s'interopérer avec de l'API, mais c'est-à-dire Das Model Context Protocol oder MCP ist ein standardisiertes offenes Protokoll, das die Interaktion von Key-Modellen und Agenten mit externen Daten que les autres qui s'est dit on va faire l'USB type C de l'API pour les agents, et ils ont inventé le MCP qui s'est imposé de lui-même du coup en effet. C'est même pire que l'USB, c'est que l'USB ça serait limite, c'est la multiprise USB universelle qui vient un prompt t'explique tout ce qui se passe derrière la prise. C'est ça, voilà. Exactement. Et du coup, c'est l'arrivée, c'est que c'est son arrivée dans Copilot Studio. Et ce qui fait Copilot Studio, aujourd'hui, en plus des connecteurs Power Platform pour me brancher, qui sont des petits des API dedans, là, le MCP, c'est je mets un dictionnaire, un catalogue expliqué en langage mi-humain, mi-machine. Ici, la placer, celle-là. Qui va justement permettre en no-code de profiter du tooling des bases de connaissances et d'autres agents. Et donc ça, c'est vraiment fantastique. Ça a été annoncé du coup par beaucoup d'éditeurs aujourd'hui qui s'alignent sur ce besoin nouveau. Ça a été annoncé côté AI, Azure aussi, avec la partie Foundry. Et c'est une notion de serveur. Je crois que tu as un serveur que tu mets en place côté client. On appelle ça serveur, c'est qu'il y a un endpoint sur lequel on expose les informations. Là, on parle de serveur, on pourrait parler d'endpoint. Oui, professionnellement, on parle de MCP serveur, mais en fait, c'est un point auquel on se connecte pour aller consulter le catalogue. Ça pourrait être un site web, ça pourrait être un catalogue. La notion va bouger, mais c'est fantastique. Donc, en tout cas, c'est une grosse news. Alors, c'est peut-être pas sec encore. Je vois beaucoup de mèmes qui arrivent sur LinkedIn en disant que les problématiques qu'on peut rencontrer, etc. Par contre, c'est un vrai besoin. C'est-à-dire que si demain, on veut vraiment avoir simplifié le côté agent, l'accessibilité à tout type de logiciels, apps, etc., c'est par des avancées comme ça qu'on y arrivera. On va simplifier le SI. C'est surtout que les IA, avec le raisonnement, utilisent les prompts pour décider des actions. Et là, forcément, tu as ton catalogue MCP qui décrit des actions. Tu utilises ces prompts pour enchaîner. Moi, du coup, j'ai un quatrième sujet important qui a un petit peu cassé Copilot Studio et Internet quand c'est sorti. La mise à jour du modèle de licence de Copilot Studio. Ah, voilà. Vas-y. Alors, c'est simple. Dis-nous tout. C'est simple, voilà. Je pense qu'il l'a à l'écran, voilà. C'est simple. Tout ce qui est hyper puissant et qui coûtait cher a été divisé par 5. C'est rassurant. Voilà, on va faire la version courte. La version un peu plus longue, c'est que le mode orchestration qui permet d'utiliser, au lieu de faire un chatbot prédictif avec des chaînages à la des dessins un petit peu, là, que ça soit l'IA qui réfléchisse comment enchaîner les actions, ça coûtait 25 messages par décision. Là, le 25 est devenu 5. Voilà. C'est rassurant. Donc, le but de Microsoft aujourd'hui, c'est de te faire peur. Tu vois, il démarre avec des annonces où tu es là en mode ça marchera jamais, c'est pas possible. Et tu as des Romains qui reviennent vers nous catastrophés en disant on pourra jamais en faire un projet. Et après, c'est 2 semaines plus tard, te dire oh, en fait, on rigole, c'était 5 fois moins cher. Sauf que. Ils attendent de voir si ça passe, tu vois ça. C'est ça. Ah non, c'est pas passé. Exactement. Imagine ça passe. Tout le monde dit oui, mais c'est pas surprenant. Ouais. Tu tapes avec une licence super haute. De licence. Plus c'est gros, plus ça passe. Tu sais. Voilà. Par contre, jadis, il y avait que 3 lignes dans ce dessin. Ouais. Il y en a plein des lignes maintenant. Parce que c'est pour aussi annoncer les news suivantes, c'est qu'on a des flow actions qui viennent d'arriver et on a l'intégration de l'IA profonde aussi, qui provoque d'autres modèles de consommation. La partie en bas, c'est qu'on va pouvoir faire vraiment la partie prompt, génération doc, génération d'IA à l'intérieur de Copilot Studio avec son propre modèle de consommation. Et le sujet d'après, les flow actions, je vais y passer du temps, il y a un nouveau type de workflow, de flow, qui arrive via Copilot Studio. Et on va passer tout de suite à ce nouveau sujet, du coup, qui m'intéresse. Juste avant, mais là que des mots. Sortie en global disponibilité, les agents autonomes dont je parlais, qui étaient en preview depuis 1 an, l'orchestrateur, Copilot Studio orchestrateur, pareil, c'est sorti en global. Les custom prompts, nativement, pareil, c'était en preview, c'est intégré dedans. L'intégration d'Azure AI Foundry et Azure AI Search qui devait passer par Power Automate il y a encore 1 semaine, c'est des connecteurs natifs. Et l'intégration de Copilot Studio dans la vue administrateur, c'est-à-dire au sens où si tu fais des petits Copilot Studio que tu veux diffuser dans Copilot 365, pareil, c'est en GA pour les admins. Voilà, c'était la petite liste. On vous l'a dit, il avait beaucoup de choses, Romain, et c'est pas fini. Donc je résume sur ta première thématique, Romain. C'est surtout l'arrivée des modèles de raisonnement, le bouton changer de modèle qui sera intéressant à terme, disponible dans Copilot Studio. Le MCP, ce protocole qui vient uniformiser l'accès depuis des agents à de l'API. Il était cité comme l'USB type C de l'API. Et tu finissais sur, je sais plus,
Le changement de modèle de licensing, pardon, j'y arrive. Et ce qui nous ouvre sur la nouvelle partie, en effet, donc IA, agent, flux, tous ensemble pour un nouveau type de flow. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette grosse news? Alors, c'est à la fois la grosse news et on va devoir passer un petit peu de temps pour expliquer en quoi c'est une news. T'as 9 minutes. Oui, même moi. Alors, ils ont annoncé, et c'est en GA direct, c'est-à-dire qu'on n'a même pas vu la preview. Alors, vous deux, vous l'avez vu, je sais, mais nous, on n'a pas vu la preview, les communs des mortels. On peut ni affirmer ni réfuter cette information. Non, et du coup, officiellement, c'est qu'il n'y a pas de preview. Hein. Si ça sort en GA direct... C'est ça, voilà. Et du coup, l'idée, c'est qu'en fait, c'est sorti donc le 31 mars. Quand vous allez dans Copilot Studio, vous aviez assistant, création, Copilot 365, etc. Et il y a un nouveau qui s'appelle Flow. C'est un nouveau bouton et quand on clique dessus, on arrive sur un outil de création de workflow. Voilà, on a une petite vidéo qui va tourner en fond pendant que je parle, qui montre un petit peu ce qui se passe. Et cette fonctionnalité va permettre de créer des workflows, des flux automatisés et structurés. On se dit, ouais, comme Power Automate... Ça fait sens, ça fait sens. Déjà, on est dans Copilot Studio. Okay. Donc, en fait, on est en train de créer des flux dans Copilot Studio. On est en train de créer des flux, donc une suite d'actions définies, mais on va la créer déjà en étant assisté par IA. Le Power Automate le faisait déjà un petit peu. Mais en fait, c'est surtout qu'on va avoir l'IA qui va enchaîner les actions. Le mode orchestration dont je parlais, c'est-à-dire qu'il va utiliser l'IA pour décider les prompts. Et donc là, la différence qu'on va avoir par rapport à un Power Automate, où on a quelque chose de très structuré. Oui, je vais à gauche, non, if, then, else. Okay. Là, la situation est plus complexe. Elle n'est pas rouge ou bleu ou vert. C'est plutôt l'exemple que je te donnais des discussions sur le matériel. Il y a tellement de nuances possibles dans la configuration d'un PC, tu vas pas faire tous les if, then, else qui vont avec tout ce qui en découle. Donc c'est la réflexion du choix des actions dans un catalogue d'actions par rapport à des situations qui ne se limitent pas à 3, 4, 5 ou 10 valeurs. C'est vraiment, il y a une vraie compréhension du chaînage d'actions. Et du coup, tu dois combiner des données, de la logique et de l'IA, parce qu'on reste sur une logique de process d'entreprise et des données, mais le problème, c'est que la liaison entre ta logique et tes données est tellement complexe qu'il faut de l'IA, ou alors avoir des use cases, des if then else, qui vont jusqu'à la nuit des temps, tellement tu as de use case à faire. Et c'est vraiment un flow façon flow, ou c'est comment dire, un outil graphique? Tout à la fois. Ok. Donc, non, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quand même extrêmement important parce qu'on est tous convaincus que le monde agentique et tout ce qu'on est en train de commencer à implémenter, c'est un peu l'avenir de la RPA. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va digitaliser beaucoup de choses dans l'entreprise grâce à ça. Par contre, à un moment, c'est comme tu l'as dit, c'est du process. Du process, on a besoin de le visualiser parce qu'on a besoin de vérifier qu'il est respecté et qu'il s'enchaîne bien et on pourra pas tout faire, en tout cas à court terme, avec l'IA. Donc ça commence à répondre à ça un petit peu, l'orchestration, l'enchaînement d'actions officielles versus actions autonomes, et c'est ce que ça permet un peu de faire. C'est ça. En fait, l'idée, déjà, on est dans Copilot Studio. Ouais. Et ça rejoint déjà une notion que j'ai commencé à évoquer il y a 1 an de ça. Pour moi, on parle de low-code en Power Platform, et c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis 5 ans. Même quand Microsoft disait no-code il y a 5 ans, moi je disais hop. On est dans le low-code. Et aujourd'hui, je suis le premier à dire depuis 1 an et demi, depuis que j'ai vu Copilot Studio, ça va être la couche no-code qui va encapsuler toute la Power Platform. Donc ça, c'est à garder en tête quand on va parler Agent Flow. L'Agent Flow, déjà, comment ça marche? C'est assez simple. On est dans Copilot Studio, pas dans Power Automate. On va discuter en langage naturel sur ce qu'on veut créer. Okay. D'accord. Copilot va nous proposer un flow qui ressemble beaucoup à un flow Power Automate. Il va y avoir des petites subtilités, des enchaînements d'étapes où je vais avoir des prompts. Là où dans un Power Automate de base, il va plutôt partir sur du if, then, else. Là, on commence déjà à avoir des utilisés. Parce que je vous donnais, par exemple, quand je vous ai donné l'indice, petite news, on a l'action native dans Copilot Studio de gérer les prompts custom. Bah oui, parce que j'en ai besoin dans les agents de flow. Bah, il y a un grand plan global de la part de Microsoft quand ils sortent des trucs. Waouh! Et en fait, en vrai, c'est ça. C'est qu'on va avoir un éditeur graphique qui ressemble à s'y méprendre à Power Automate. D'ailleurs, c'est Power Automate en vrai. En fait, soyons honnêtes, c'est Azure Logic App. Mais
derrière, c'est surtout que cet éditeur graphique... C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs soupes. C'est ça. On est en train de trahir notre âge, c'est dans cette émission. Copilot Studio, quand tu soulèves le capot, il y a toujours marqué Call Framework, Azure Bot Framework. Hein. Bon. Mais c'est surtout que derrière cet éditeur graphique, qui est, franchement, on dirait vraiment que c'est Power Automate qui a mis une perruque, lui, il est quand même là pour comprendre les intentions et les enchaînements d'actions. Donc la partie orchestration qu'on va avoir, qui est en GA comme par hasard depuis le même jour que la sortie du produit. Donc c'est intéressant. À quoi ça sert vraiment? Ça va générer, par exemple, tu dois, quand tu faisais de l'autonomie, générer par exemple des sources de données, des rapports, traiter des données. Sauf que tous les traitements des données, on dit tu me fais un Power Automate, iBuilder il va analyser ça et puis il va faire ça. Sauf que qu'est-ce qu'on bricolait déjà entre nous depuis un an? C'est des use cases qu'on a traités d'ailleurs tous les trois ensemble. C'est le Power Automate dans lequel finalement je vais remplacer le déclencheur par un prompt. Et puis je vais faire un iBuilder pour faire de l'OCR. Puis je vais utiliser un prompt sur ce que j'ai OCRisé pour obtenir des JSON. Puis enfin... En fait, tous ces bricolages-là qu'on a fait en démonstration il y a encore quelques semaines... Ils les ont officialisés. Ils ont officialisé, ils se sont dit ça s'appelle Agent Flow et c'est plus du bricolage, c'est propre, c'est structuré, c'est en prod et vous n'êtes plus obligé de mélanger 36 outils et 36 environnements parce qu'on a même vraiment eu l'use case où on l'a fait dans un Copilot Studio avec des appels cachés et tout. Oui, donc, mais je pense que c'est ce que tu décris bien, c'est l'intégration de Flow en no-code à un moment dans Copilot Studio. Et ça suffit de dire ça, c'est-à-dire qu'à un moment, dans les cas qu'on adresse aujourd'hui en IA générative, en automatisation de process, on a besoin de combiner les deux. Du coup, ce que fait Microsoft, c'est qu'il te met celui qui te manquait dans l'écosystème que tu avais. Et tu viens bien d'expliquer, c'est qu'en fait, Copilot Studio, c'est la grosse boîte qui orchestre. Et en fait, dans un Copilot Studio, je peux avoir des Power Automate, je peux avoir des agents de flow, je peux avoir d'autres agents, je peux avoir du MCP pour appeler du tooling. En fait, c'est que Copilot Studio devient l'orchestrateur à qui orchestre toutes les actions nécessitant de l'intelligence artificielle, du raisonnement et de l'autonomie, donc l'agentique. Il y a un mode de facturation. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que voilà, je viendrai après justement. Je veux juste finir par donner quelques exemples intéressants que tu peux faire avec Agent de Flow et ensuite tu me fais la passerelle. Les agents, par exemple, les agents de support, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai une panne, j'ai un ticket, éventuellement, je fais de la GenAI par rapport à une base de connaissances. Là, tu vas pouvoir faire l'enchaînement de questions par rapport à des prompts, c'est-à-dire pose la question. Cherche dans ta base de prompts ou d'autres questions à poser. Tu n'es pas obligé de créer tout le... Tu vas pouvoir orchestrer toutes les étapes dont tu aurais besoin. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, tu vas avoir la même, par exemple, quand tu veux travailler sur des promotions marketing, pour essayer d'envisager des scénarios de communication multiflux, multicanaux, ou tout simplement les RH, quand tu es en train de préparer des contrats, etc. Même si là, toujours pareil, l'humain sur les contrats, c'est toujours important. Et donc, oui, en effet, c'est quoi la vraie différence aujourd'hui entre un Power Automate et faire un agent flow? Alors, tu en as déjà la première, parlons argent, les licences. Power Automate, ça fait partie de la Power Platform. La Power Platform, tout le monde connaît le modèle, c'est de l'abonnement. Même le pay as you go, c'est de la génération as you go d'abonnement. L'agent flow est dans Copilot Studio. Copilot Studio, c'est du modèle consommation au message. Okay. Du coup, c'est là où on voit que pourtant, il n'y a pas de message dans un agent de flow. En fait, il vous explique que là, une tranche de 100 actions, ça coûte une unité de 13 messages. Okay. Et ça revient à l'image que j'avais fait réafficher tout à l'heure à Antoine, qui n'a pas besoin d'afficher là maintenant, mais c'est ça qu'ils disent. C'est que globalement, les 13 messages égale un flow de 100 actions. 100 actions, c'est énorme pour les gens qui ont déjà fait du Copilot Studio. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que si j'utilise une IA pour traiter des sujets, 13 actions, et donc 13 messages, pardon. Et c'est intéressant parce que dans Copilot Studio... Tout est relatif au token, en fait. Du token, il passe au message, du message à l'action, mais tu as même une unité d'œuvre. À un moment, c'est le token qui est derrière et le coût du token. Alors, c'est vrai que ça peut un peu complexifier les choses pour quelqu'un qui est no-code, parce qu'il peut se retrouver à faire quelque chose de coûteux. Par contre, si aujourd'hui, nous, des professionnels de l'IT, moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, quand j'avais pas les agents de flow, chaque action intelligente me coûtait 25 messages. Maintenant, je décrète un agent de flow comme étant une action intelligente. Et donc, elle ne me coûte que 13 messages pour les 100 actions qui se passent à l'intérieur. Là où, si je faisais mes 100 actions dans Copilot Studio, c'était 100 fois 25. Ok. Donc, en plus... changement radical de modèle. Là, Microsoft vient de me diviser par... Quand je dis qu'ils sont divisés entre 5
ils ont divisé par 5 le modèle. En vrai, il y a même des cas où on vient de le diviser par 100. Je viens de te dire, ce sera viable, en fait. Voilà. Et en fait, du coup, vraiment, quand est-ce que tu vas, et c'est ce qu'a affiché justement à l'écran, c'est tu vas avoir des automatisations classiques de processus. Tu vas vraiment, c'est back-office, traitement. Là, c'est Power Automate. Quand tu vas vraiment passer sur des déclencheurs vraiment basiques, mise à jour d'une colonne, etc., toujours pareil, du Power Automate. Et quand tu veux vraiment dire je veux tel connecteur pour aller lire telle information qui n'a pas besoin d'intelligence. Donc Power Automate est toujours là et c'est la majorité des cas. C'est une approche low-code structurée, prédictive. Agent Flow, on prend le processus IA, raisonnement, tout le sujet pour lequel j'ai voulu commencer aujourd'hui de discuter. Choix de l'enchaînement des actions. Voilà. Et une construction, une réflexion orientée utilisateur. Parce qu'en effet, un développeur, un pro-code ou un low-code sera toujours capable de rendre prédictible un scénario en mettant un petit peu d'IA outre. Là, on a aussi un côté assez no-code et d'intégrer le raisonnement. Et c'est bien de le rappeler, Romain, c'est qu'en effet, ça ne dégage pas tout ce qu'on avait côté low-code Power Platform qui reste un vrai besoin d'entreprise où on n'a pas besoin de mettre de l'IA partout. Ça reste complémentaire et du coup, c'est intéressant d'avoir ces petites matrices de décision. Écoute, Romain, c'était une masterclass, je pense. Mais j'ai un truc caché pour faire la transition avec Maxime que j'ai pas dit. Eh ben vas-y. La transition, c'est qu'une news que je n'ai pas mise parce qu'elle n'est pas Copilot Studio, elle est Power Apps. C'est qu'aujourd'hui, officiellement, en grosse GA, on a le mode Visual Studio dans Power Apps. C'est-à-dire que j'ai le mode full code source. C'est-à-dire que je vois toute la matrice derrière. J'y ai accès. Qu'on avait évoqué lors d'un des derniers épisodes. Et ça y est, c'est en GA. Et c'est notre transition. Du coup, Maxime, c'est ton moment. La scène est sur toi. Ça va être compliqué de passer après Romain. Pas facile, hein. Pas facile. Pas facile, c'est un gros morceau. Pas facile, mais il y a un truc que tu peux faire mieux, c'est la synthèse, peut-être. Bim. On va essayer. Non, alors, Maxime, on passe à toi. Le petit... explique-nous. Et encore une fois, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai toujours un peu regretté qu'on n'ait pas assez de temps de place autour de la table, etc., pour aller plus deep dive sur les sujets dev, on va dire, et en tout cas tout ce qui tourne autour du monde du développement. Donc il y avait une grosse news qui avait été annoncée, qui est GitHub Copilot Workspace. Exactement. Du coup, et tu vas prendre le temps de nous l'expliquer. Du coup, voilà. Qu'est-ce que c'est ? Ça vient d'où ? On doit en retenir quoi ? Alors, du coup, GitHub Copilot Workspace, c'est l'IA dans le développement, voilà, l'intégration de l'IA dans le développement applicatif. Alors, un petit peu de contexte, donc d'où ça vient. Bon, déjà, l'IA dans le développement, on part pas de zéro, donc c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Donc voilà. C'est même la première finalement, hein, parce que je rappelle quand même que GitHub Copilot est sorti avant le premier tout le reste. Côté Microsoft. Effectivement. Et du coup, voilà, donc le GitHub Copilot, comme tu le disais, est sorti au courant 2021, il me semble. Et donc là, c'était le début vraiment de l'implémentation, du code auto-implémenté, de la facilitation pour les développeurs de générer du code. Donc c'est t'es où, hein, t'es dans un IDE, un environnement de développement type Visual Studio. Visual Studio Code. Et du coup, depuis 2021, ce que tu dis, 2022, je sais plus d'ailleurs, mais peut-être 2021. Entre 2021 et 2022. Ouais, ça. En fait, il y a eu les pré-versions, c'était 2021. Exactement. Et du coup, tu peux questionner une IA générative qui te facilite ton développement. Ouais, et c'était surtout de l'autocomplétion à l'époque. Donc, qui va, suite au début de code que tu vas rentrer, essayer de prédire un petit peu la fonction. C'était le premier modèle à l'époque, donc c'était un gros T9. C'est ça. Je n'osais pas le dire parce que je voulais pas que Maxime. Vous êtes vulgaire, monsieur. Mais les premières versions de GPT-3, c'était à peu près ça en réalité. Ça. Donc tu avais ça au début. Voilà. Et donc, de là, il y a eu, en 2023, il y a eu la sortie du chat intégré à GitHub. Donc, du coup, qui permettait en langage naturel, créer des fonctions, aller un peu plus loin. Donc, ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les modèles de génération d'IA, on peut créer du code à partir de rien en langage naturel. Mais c'est pas encore très bien ordonné, c'est-à-dire que c'est compliqué de structurer son code, d'essayer de faire fonctionner le tout. Et donc, là, j'en viens au point principal. Donc, GitHub Copilot Workspace, c'est vraiment la restructuration de la génération de code. Et donc, le fait de vraiment tout rassembler en une seule boîte à outils. Okay. Donc, pour simplifier justement la génération de code d'une feature, d'une tâche, d'un bug. Donc, en gros... Donc, si on reprend là par rapport à ce que tu nous as dit,
on avait avant GitHub Copilot, c'est le nom, hein, qui est à peu près, je pense, lié à Gen, sur lequel le moins de personnes reviennent. C'est-à-dire, tu rencontres pas un développeur qui l'utilise qui te dit que c'est mauvais. Tout le monde te dit, je pourrais pas m'en passer. Aujourd'hui, hein, c'est à peu près le message qu'il y a, et je sais plus combien c'est de millions d'utilisateurs, mais c'est juste monstrueux. C'est énorme. Et donc, du coup, tu avais ça. Là, si on parle de Workspace, on parle de quoi? Du même produit, d'un produit en plus? D'une fonctionnalité? Alors, en fait, c'est le même produit, c'est-à-dire que ce sera intégré dans ta licence Copilot. Ok. Mais du coup, en fait, c'est un outil supplémentaire qui va être un espace de travail dans lequel, qui va être spécifique justement à l'outil précisément de Workspace, donc qui va être de la génération de code via du langage naturel et de la réadaptation au fur et à mesure des changements que tu fais. Donc là, c'est pas très clair, mais je vais le structurer. Si. Et du coup, donc, on va sur un portail dédié pour toi? Ouais, c'est ça. Alors, on parle de tout ça et je mets toujours de l'imparfait, etc. Parce que, du conditionnel, parce que c'est, je crois, une technical preview ou quelque chose comme ça. On est c'est encore pas disponible encore. Donc, on marche sur les infos qu'on a. C'est ça. Et donc, du coup, a priori, donc une plateforme supplémentaire, un portail dédié. C'est ça. Et donc, en fait, de cette plateforme-là, tu pourras partir d'une tâche. Ouais. Et donc, en gros, tu vas expliciter ta tâche. Donc, ça va être soit corriger un bug connu. Donc, par exemple, j'ai un bug sur telle partie de mon application. J'aimerais résoudre ce bug de telle manière. Mais tu sais pas d'où il vient. Tu dis j'ai un bug. Voilà, j'ai un bug et c'est censé faire cette fonctionnalité-là et pas celle qui est actuellement. Il est capable de prendre le ticket DevOps qui va parler du bug. C'est-à-dire qu'au lieu de décrire le bug, peut dire ce ticket et du coup du ticket remonte sur la story et sur le contexte. Alors oui, tu peux partir d'une issue GitHub au final et du coup partir de cette issue pour créer justement ton flow qui va que je vais t'expliquer juste après. et du coup, en fait, on part de cette task et derrière, tu vas pouvoir interagir avec lui. Il va te présenter un petit plan et tout ça. Tu vas pouvoir interagir avec lui pour justement modéliser un peu les changements que lui il va effectuer sur ton code et sur ton repo. Et derrière, toi, tu peux faire les modifications que tu veux. C'est-à-dire que si il va te générer un code qui te plaît pas ou qui a des bugs, c'est possible, parce que si tu une IA, c'est pas non plus indéfectible. Du coup, là, derrière toi, tu vas pouvoir modifier toi-même le code que lui t'aura généré sur les fichiers qu'il t'aura généré et derrière réadapter en fonction de tes besoins. Ce qui est intéressant dans ce que tu viens d'évoquer, c'est que ça résonne pas mal avec tout ce qu'on a traité avant. Tu dis déjà, il va te présenter un plan. Et il faut comprendre que la notion de présenter un plan, c'est vraiment ce que font les IA de raisonnement, en fait. C'est elle t'annonce le plan que potentiellement elle va pouvoir, sa stratégie et comment elle s'imagine le résoudre. Donc elle te demande ton avis, elle te consulte en fait. Exactement. Elle te dit, moi, de ce que tu me dis, je pense faire ça, est-ce que ça te va? Ouais, c'est ça. Et après, ça peut être du multi-impact de ce que je comprends. C'est-à-dire que pour résoudre ton bug, peut-être qu'il y a plusieurs actions qu'elle peut mener, c'est ça? Ouais, en clair, alors ce qui va se passer, il y a des étapes très claires qui sont décrites dans le flow de GitHub Copilot Workspace. Et donc ça va être, dans un premier temps, d'écrire ta tâche, donc, ou ton bug, ton issue. Et derrière, il va te générer des spécifications, donc des specs techniques qui vont être écrites en langage naturel avec toutes les étapes de la résolution de ce bug ou de la réalisation de cette tâche. Et donc ça va être des tâches imbriquées. Donc comme nous, on pourrait faire un plan, par exemple sur une nouvelle feature d'un projet, on dit ok, alors la feature principale c'est tel intitulé, et derrière ça représente toutes ces sous-tâches-là. Et donc lui, il te le décompose et te fait un preview de ce que lui va potentiellement faire sur ton code. Donc ça, c'est la première étape. La seconde étape, on passe sur justement la planification de ces specs. Et donc la planification, qu'est-ce que c'est? C'est quel fichier je vais toucher en fait pour réaliser cette tâche-là ou résoudre ce bug. Et donc de là, tu as la liste de fichiers qui va être impactée et les tâches expliquées en langage naturel qui vont être effectuées sur tes fichiers. Donc concrètement, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, c'est une des étapes les plus importantes parce que tu vas avoir un différentiel entre ton code d'avant et ton nouveau code. Et donc de là, tu vas pouvoir, toi, faire des modifications, soit directement dans le plan, donc en lui disant, OK, en langage naturel, cette tâche-là, je ne la veux pas, donc je la vire, mais je préfère cette tâche-là. Donc par exemple, mettre une bordure sur la div X. Bon, OK. Donc là, tu modifies ton code. Et souvent, toi. Comment? Ça t'arrive souvent, ça. Moi, ça arrive tous les jours. Quand je fais des projets intranet, tu vois. Et donc voilà, donc concrètement, tu peux interagir avec lui tout au cours du processus. Et derrière, tu vas avoir les diffs sur ton code et tu peux aussi directement modifier le code, bien sûr. Et
à partir de là, donc il te génère tout ça. Et ensuite, l'étape d'après, ça va être l'implémentation finalement. Donc les tests que toi tu vas réaliser. Du coup, tu peux récupérer directement le code space, donc une branche qui est créée depuis le workspace sur lequel tu travailles, et donc que tu vas pouvoir build et tester. D'ailleurs, tu peux implémenter les tests aussi dessus, et du coup décider de ok, est-ce que ce qui m'a généré ça me va, est-ce que ça me va pas, parce que effectivement, il faut prendre un petit peu des gants, parce que ça peut pas, sur des grosses features et tout ça, ça peut être un très bon axe de réflexion, c'est-à-dire que ça peut apporter un start. Une aide, une aide. T'évites la page blanche, comme le fait l'IA générative. Effectivement. En fait, ça te permet de démarrer d'un point de départ et de t'imaginer les tâches que tu vas avoir besoin de faire. Et de là, en plus, ça peut créer de la discussion, parce que c'est vachement communautaire entre guillemets, c'est-à-dire que tu peux partager ton code space avec d'autres développeurs qui ont accès au repo, et du coup de là eux vont recevoir toutes les actions que tu as effectuées, donc potentiellement le travail que tu as fait avec l'IA. Au final c'est comme un peu un collaborateur qui est avec toi et avec lequel tu interagis, et derrière hop tu le soumets à la vision d'un autre de tes collaborateurs, et du coup il a toute la réflexion que tu t'es faite avec l'IA, tout le plan que vous avez générés tous les deux, et il peut y avoir d'autres avis et d'autres modifications. C'est-à-dire que si ton collègue pense à quelque chose auquel tu n'as pas pensé pour ta feature, il peut faire la modification soit directement dans le code, soit réajuster le plan de l'IA. Et ça, c'est franchement... Ce qui est hyper pertinent, et tu vois, c'est que ça me rappelle ce qu'on avait évoqué quand on disait que Microsoft mettait Copilot M365 comme la énième personne maintenant du meeting, que tout le monde peut voir et interagir avec. C'est un peu la même chose, c'est qu'on va un cran plus loin dans l'expérience. Toi, tu pouvais, à titre perso, t'aider à générer du code. Là, tu t'aides à travailler sur un projet. C'est-à-dire qu'il a la vue globale de l'impact projet et pas juste l'encadré dans lequel tu développes, mais vraiment une interaction globale. Et tu vas pouvoir ça devient collaboratif, c'est-à-dire que tout le monde voit cette même agent, ce même collaborateur. C'est un membre de l'équipe, en fait. C'est un membre de l'équipe, et tu vas vers une vraie collaboration. Tu passes plus d'un assistant à un acteur, en fait, réellement dans ton projet, quoi. Là, exactement. Comme on sait toutes les différences entre les différents niveaux d'IA, aujourd'hui, on est beaucoup sur le niveau assistant, parce que je trouve que le mot agent est utilisateur à travers, on va pas faire l'histoire ici, vous le savez, je pense que tu le sais mieux que moi, mais on va avoir les assistants d'un côté, vraiment, les agents autonomes dans leur coin, et on va avoir le collaborateur virtuel qui va arriver. C'est le fantasme de l'IA depuis Jules Verne, j'ai envie de dire. Donc voilà, je pense que ça peut être super. Donc pour toi, ça va être un super produit. Enfin, en tout cas, tu vois ça d'un bon œil. Moi, je vois ça d'un très bon œil. Après, encore une fois, faut faire attention, parce que ça remplace pas un développeur compétent. C'est-à-dire que effectivement. Alors, tu soulignes, il n'a pas dit ça remplace pas un développeur, ça remplace pas un développeur compétent. En même temps, tu donnes des outils à un artisan. Si l'artisan il est mauvais, il va pas faire de miracle avec. C'est un peu l'idée. Ouais. Mais en fait, pour moi, c'est un tremplin. C'est-à-dire que ça va vraiment, effectivement, accélérer énormément l'initialisation de tes features. Et du coup, de surcroît, ça va forcément améliorer le rendement de ton application, étant donné que tu te concentres exactement sur les soucis qu'a ton application, ou les features importantes de ton application, ou les éléments de conception importants. Alors, ce qui est intéressant en plus dans ce qu'on se dit, c'est que c'est une technical preview, mais il y a un acteur, et je t'en ai parlé, Maxime, juste avant, qui a un peu pris les devants, c'est Claude. Quand tu as Claude 3.7 aujourd'hui en abonnement payant, j'ai testé, moi je suis pas développeur, donc j'ai essayé de me dire est-ce que je sais développer une app. Et du coup, ils ont vraiment, en termes d'expérience, créé à peu près la même chose, mais donc du coup c'est disponible, où en gros, il t'organise tes fichiers, comme je te disais, .js, etc. Il va te proposer les modifs qu'il va appliquer sur quel fichier. Tu verras les versions. Tu as une notion de versionning, donc il t'affiche toujours la dernière version, mais tu es dans une plateforme. Tu n'es pas dans VS Code, quoi. Tu es dans ta plateforme et tu as ton espace collaboratif où en gros tu peux créer ton projet et il vient manipuler, etc. Et après tu pourras copier ton code, l'implémenter, etc. Donc et je t'avais dit, moi je trouve qu'en termes d'UX c'était incroyable parce que on passe juste de la fenêtre de prompt ChatGPT classique où il me génère du code à un espèce de workspace de travail où je vois mes modules, je commence à voir un squelette d'app finalement, alors que je suis pas dans Visual Studio. Et par contre, là où ça va être plus impactant, c'est que ça vient de GitHub.
donc qui est vraiment l'outil le plus avancé aujourd'hui avec Visual Studio, mais en tout cas l'écosystème, notamment aussi de développeurs, le plus avancé au monde. Et du coup, on sait que quand ils vont le sortir, ça va être certainement monstrueux. Ils seront allés beaucoup plus loin. Les intégrations avec Azure DevOps, tu seras beaucoup plus en mode projet que Claude, qui reste quand même dans ton petit workspace alone d'IA générative. Mais donc, on voit très bien ce que ça peut donner parce qu'il y a un petit coup d'avance chez la concurrence. Moi, surtout, c'est le lien avec d'autres sujets qu'on a déjà évoqués ici. C'est la partie assistant pour t'aider à créer tes stories. C'est-à-dire que tu pars de ton post-it et il te permet d'avoir le raisonnement, visuel mot, de création d'une story, et parce il y a un modèle que Microsoft teste en Power Platform et qu'ensuite ils vont passer sur Azure DevOps, qu'ils ont entraîné au raisonnement de conception et de création de projets applicatifs. Et donc tu cumules, tu commences à lier tout ensemble. Voilà. Par contre, juste, tu vois, l'exemple que tu donnes, moi je veux comme juste donner une anecdote. Je pense qu'il faut quand même faire attention au fait, comme tu dis, je ne suis pas développeur, j'ai vu tous ces outils, parce que là, je ne vais pas donner le nom parce que l'histoire finit mal, mais il y a une certaine startup dont beaucoup de gens ont entendu parler récemment, qui se vantait de n'avoir zéro développeur, la startup. Elle s'en est vantée, elle a sorti ses produits, le mec, il a fait le buzz. Bah, c'est simple, des pirates ont fait « Ok, t'es venu en zéro dev, mec !» Ils ont coulé l'entreprise en 24 heures parce que la cybersécu, la qualité du code, ça reste le travail de gens comme Maxime. Donc aujourd'hui, les IA n'y sont pas. Je vais aborder ton anecdote parce que qu'est-ce que j'ai dit à Maxime? J'ai dit, moi j'ai essayé et j'ai rien sorti aujourd'hui. C'est-à-dire que je me suis retrouvé avec une bonne pile de code et je me suis dit, waouh, j'ai fait une app. Et derrière, j'ai essayé de la générer. Que dalle. Donc pour l'instant, je n'ai toujours pas réussi. Mais donc ça prouve bien, en effet, l'écart qu'il y a. On va pas s'improviser les développeurs. Le fait que tu rajoutes les développeurs compétents, c'est vraiment ce besoin d'analyser ce qui a été produit, de le remettre en question, etc., reste essentiel. Par contre, pour les développeurs compétents, on sent que ça va être une killer feature. Oui, clairement. Non, mais et au-delà de ça, il faut savoir débugger quand même, parce que, comme je disais, elle génère du code, mais des fois, elle n'est pas omnisciente, c'est-à-dire que voilà, c'est pas non plus un cerveau humain encore. Donc, elle va générer du code qui est parfois imparfait, parfois mal adapté. Non, mais c'est une base de travail. C'est à toi après de jouer avec elle, de l'utiliser de la bonne manière pour qu'elle aille où tu veux aller. Est-ce qu'on pourrait faire l'analogie de... je suis un peu ancien combattant qui parle, mais aujourd'hui, plein de gens te disent « Ouais, l'IA, c'est pas bien pour générer du code, gna gna gna, ça fait source d'erreur, on sait plus ce qu'on fait. » Mais en vrai, est-ce que c'est pas la même chose que de passer de l'assembleur à du C, à du basique? En fait, qu'à chaque fois, on rajoute des surcouches d'aide et que la différence entre le bon et le mauvais chasseur, entre le bon et le mauvais développeur, c'est comment tu vas exploiter ces nouveaux outils. C'est pas l'outil le problème, c'est plutôt ce que tu vas en faire. Alors, connaître les limites, les avantages. Déjà, moi je trouve que la communauté parfois est un peu réfractaire au changement. C'est pour ça, en fait, quand t'es lié à une techno, à un outil, quand t'es expert dessus, c'est dur de passer à autre chose et c'est dur d'évoluer et de passer à la next step, quoi, et de faire avec son temps. Mais effectivement, pour moi, c'est quelque chose que tu dois prendre en compte et qui va potentiellement être un tremplin important. Ouais, ça. On va finir là-dessus, Maxime, parce que le temps joue contre nous. Mais par contre, c'était une bonne présentation de GitHub Copilot Workspace et je t'en remercie parce que, comme je t'ai dit, moi j'ai en souvenir quelques screenshots des choses. Je vois à peu près ce que Microsoft avait présenté, mais depuis, j'en ai pas réentendu parler. Et je me disais, mince, on loupe peut-être quelque chose et il faut qu'on puisse traiter le sujet. Donc maintenant, c'est connu, on va suivre le sujet et j'espère que tu seras là sur d'autres épisodes pour aller creuser d'autres pistes côté Azure.net parce qu'on a certainement beaucoup de choses à évoquer. On va finir avec toi, Kev. Alors là, exercice de style. Parce que il faut que je trace. Researcher, Analyst, Interpreter, la valse des agents. Il y a eu beaucoup d'annonces dans le monde Microsoft 365. Est-ce que tu peux nous résumer ça? Yes, en fait, c'est un peu, ça va faire un peu le lien finalement, et c'est les applications concrètes des annonces qu'il y a eu côté Copilot Studio. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Microsoft pousse beaucoup la notion d'agent sur l'écosystème Microsoft 365 Copilot. Et il y a déjà des premiers agents qui sont arrivés il y a quelques temps. Il y avait le Visual Creator qui permet de créer des images et de la vidéo. Il y a les agents coach, prompt coach, ce genre de choses qui permet de faire monter en compétence les utilisateurs. Là, ils ont annoncé une série d'agents qui va plus loin dans l'assistance et ça devient même des acteurs, quoi. Donc, il y en a un premier, c'est le Researcher Agent. Donc, il y a quelques émissions, on s'était dit, tiens, c'est cool, la version publique de Copilot, elle a la fonctionnalité Think Deeper, mais elle n'est pas encore arrivée côté M365 Copilot. Donc, ils ont pris le temps qu'il fallait. Mais chose rare pour les deux agents dont je vais parler, Researcher et Analyst,
c'est que que Microsoft, en plus de l'annonce, de l'article, le blog post qu'ils ont fait pour l'annonce, ils ont fait 2 papiers très détaillés sur l'implémentation de ces modèles-là et comment est-ce que les agents fonctionnent, le raisonnement qu'ils prennent et du coup la roadmap qui arrive pour ces agents-là. Donc je vous invite à lire ces articles qui sont vraiment passionnants. La partie Researcher Agent, c'est un peu ce que disait Romain tout à l'heure dans la partie Copilot Studio. C'est un agent qui est spécialisé pour de la réflexion approfondie sur des problématiques qu'on va lui donner à partir des prompts. La force par contre de ce Researcher Agent-là, c'est qu'au-delà d'aller chercher que sur du web, il va le chercher sur les informations internes d'entreprise Microsoft 365. Ce qu'on avait évoqué du coup sur Copilot Studio. Ça, c'est Tout est lié. C'est ça. Ça, c'est la première chose qui est ultra intéressante. Ce qui tourne derrière, c'est du O3 qui est utilisé. Et dans leur papier de recherche, ce qu'ils disent, c'est que par rapport à un O3 classique, on va dire, qui va chercher sur du web, ils ont constaté dans leur implémentation de Copilot que ça prend 30 à 50% plus, 30 à 50% d'interaction en plus parce qu'il y a les données d'entreprise. Par contre, les résultats sont beaucoup plus personnalisés et beaucoup plus contextualisés au contexte de l'entreprise et il fait vraiment un travail minutieux et il y a une vidéo qui montre un peu le travail de maniaque qu'il fait l'agent et qui va aller chercher dans les réunions, dans le calendrier, dans les documents, dans tes emails et autres. Et l'interface, elle est vachement bien faite parce qu'il te montre toute le chaîne, Donc ça vaut le coup de retester le scénario de qu'est-ce que j'ai manqué sur ces 2 dernières semaines. Il risque d'être beaucoup plus complet qu'avant juste les tâches. C'est même plus, par exemple, quand tu dois préparer un atelier, quand tu dois préparer une réunion, quand tu dois définir un plan stratégique à l'issue d'une réunion que tu as eue, par exemple, et ben le faire avec cet agent-là, parce qu'il va vraiment te dire par A plus B, en fait, comment est-ce qu'il fait pour ce raisonnement-là. Et il te partage, donc ça prend plusieurs minutes pour générer la réponse, mais tu peux voir d'un point de vue utilisateur, en fait, le chemin qu'il est en train de prendre, et si c'est OK. Moi, tu vois, c'était nécessaire que ça soit un agent à part et pas quelque chose d'intégré, parce que remettons-nous un an en arrière. Quel était le reproche, un des nombreux reproches que toi et moi on a vécu sur des déploiements Copilot 365, vu par le commun des mortels, pas par les informaticiens. C'est lent. Voilà ce qu'on nous disait. Donc là, tu vois, ce que tu nous dis, pour le faire bien, ça prend quelques minutes. Mais parce que tu as fait le choix d'appeler l'agent researcher. Mais même ça, je trouve que l'intégration, elle est plus intelligente dans un agent, parce que dans la partie Copilot public, l'interface utilisateur, il faut faire un appui long et il faut choisir entre Dig Deeper et c'est pas forcément naturel. Donc là, ça va être un logo à plus. Ouais, c'est un agent qui sera en dessous du Visual Creator qui s'appelle Researcher. Ok. L'autre à droite dans le Copilot 365. L'autre avantage de ça, c'est que ils ont fait des tests déjà pour comparer à M365 Copilot normal sur des problématiques. Ils ont constaté une hausse de 88% sur la précision des résultats pour un même prompt. Bon, en même temps, c'est une masse de calcul et de réflexion beaucoup plus importante derrière, on le rappelle. Et 10 minutes de calcul versus 10 millisecondes, forcément, oui. Donc forcément. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'ils réfléchissent déjà sur les prochaines étapes en fait, de cet... Alors, il n'est pas encore disponible, mais ils réfléchissent déjà à la prochaine roadmap. Donc Researcher n'est pas disponible. Pas encore. Ok. Ce qu'ils pensent laisser faire pour l'utilisateur, c'est de laisser choisir les sources de données que l'utilisateur souhaite avoir pour la réflexion de cet agent. Donc, si jamais tu veux exclure tes mails parce que tu travailles pas vraiment dans tes mails, et ben tu peux exclure ça. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une des techniques d'amélioration des résultats du RAG, c'est le préfiltrage. C'est plutôt que de dire, tu as une base avec 8 millions de documents et va chercher l'info dedans, bah, si tu dis, moi je sais déjà qu'il y a que 500 000 qui nous intéressent dans la réponse, tu fais gagner du temps à ton IA et du compute. Donc ça, c'est aussi une des raisons. Et ils ont mis aussi en application dans cette première version d'agent des suggestions de prompt basées par rapport à ton contexte. Donc après sa première analyse, si jamais dans son schéma de raisonnement, il considère que c'est pas suffisant, il va plutôt orienter. Par exemple, si tu lui poses une question de, là je suis en train de travailler sur un intranet, donne-moi l'état d'avancement de ce projet-là. Il va savoir dans les différents échanges et tout que la recette est en cours. Donc avant de lancer plus loin son analyse, il va te demander est-ce que tu veux que je te fasse un topo complet ou la recette et les prochaines étapes par rapport à ça. Il t'annonce le plan, c'est ça. Pareil. Donc ça, c'est Researcher. Ça, c'est Researcher. Du coup, Analyste. Un autre agent qui est basé sur O3 Mini, cette fois-ci. Et lui, la promesse, c'est de te mettre à disposition un data analyst entre tes mains. Donc aujourd'hui, on peut faire de l'analyse de données sur des fichiers Excel avec Copilot dans Excel. Le niveau, on va dire, est de mieux en mieux, mais c'est pas l'intégration de Copilot la plus aboutie aujourd'hui parce que il y a tout un tas de complexités dans Excel qui fait ça. Là, la promesse, c'est que, en profitant de O3 Mini, finalement, ils ont fait un agent dédié qu'ils ont entraîné sur tout un tas de types de fichiers, Excel, CSV, TSV, JSON, PDF, même PowerPoint.
Et du coup, à cet agent-là, tu peux lui donner un fichier, même un fichier Excel avec plusieurs feuilles, avec des données qui ne sont pas labellisées et autres. Tu n'es pas obligé de faire un prompt ultra compliqué. Et tu peux lui dire, fais-moi l'analyse. Et lui, du coup, en raisonnant, il va aller analyser le fichier et il va faire le même travail de maniaque que Researcher, mais cette fois-ci dans l'analyse de données. Il va utiliser les librairies Python pour ensuite prévisualiser, te sortir les graphes, etc. Et te sortir les résultats. Alors, ça, on rappelle un petit détail au début, et encore pour les gens qui ont les vieilles versions, Excel n'est pas pris en compte. Parce qu'en fait, on fait souvent le raccourci Copilot 3. Si, c'est pris en compte depuis quelques mois déjà. Tu peux utiliser Copilot avec 4O. C'est ça. Quand les gens qui n'avaient pas 4O ou qui étaient encore sur les anciens, les gens s'en rendent pas compte et font souvent l'erreur quand ils sont de ne pas choisir 4O, et quand tu es sur les anciens modèles, Excel n'est pas pris en compte. Et je trouve que c'est une erreur très fréquente que les gens ne comprennent pas pourquoi il manque des informations. Depuis janvier, maintenant, on peut lier dans le chat Copilot un fichier Excel. Mais là, pareil, au niveau des performances, c'est incroyable. Et ce qui est intéressant, c'est l'autre image, je crois, Antoine, que je t'avais passé pour analyste, c'est qu'ils ont fait, pareil, l'exercice du... Bon, les benchmarks, ce sont des benchmarks, donc... il y a déjà une hausse de précision. Bon, ça, il n'y a pas trop de surprise par rapport au chat GPT sans le deep research permis par analyste. Mais ils ont fait un test sur le DABstep benchmark et leur implémentation de O3 Mini dans leur agent, avec tout le graphe, etc., il sort plus performant que O3 Mini natif proposé par OpenAI. Et c'est tout l'enjeu du côté agent. Hein. Et moi, j'aime le rappeler en ce moment que Copilot Microsoft 365, c'est un agent. C'est une IA générative à qui on a donné la capacité d'agir sur des applicatifs que sont l'écosystème M365. Donc forcément, on peut en attendre des résultats plus précis. Ça c'est une super fonctionnalité parce que moi, quand l'IAGen est arrivé, le nombre de clients des DAF qui nous ont demandé d'utiliser l'IAGen pour aller comprendre de la donnée dans des fichiers Excel avec je sais pas combien de feuilles et que tu étais là en mode mais mec, tu te rends pas compte de la complexité du format Excel et on n'y est pas. Et la promesse, enfin je pense notamment sur toutes les fonctions finance, pas mais ça va un énorme enjeu. Finance, commerce, ce que tu me demandes. Toi, on demandait, toi, ton public, tu avais des DAF. Moi, j'ai des gens qui me demandaient de trouver telle info commerciale au milieu de 36 000 contrats, machin, trouve-moi telle case dans tel fichier. Et je disais... Non. Et ce qui est passionnant dans l'article, il disait que ils avaient l'impression que Analyst, l'agent, l'implémentation qu'ils ont fait dans le prompt system et tout qu'ils ont donné, a l'air d'apprécier le challenge. Donc même quand tu as des données qui sont pas labellisées, etc., il va vraiment aimer le challenge d'être maniaque de ouf et de creuser la donnée pour te donner un résultat qui est assez intéressant. Donc ça, c'est le deuxième agent. Le troisième qui est pas disponible encore. Yes. Le troisième agent qui est intéressant, et ça c'était un truc que j'attendais franchement depuis la dernière Ignite, c'est un agent qui s'appelle Interpretor. Interpretator. L'interprète. Donc, c'est une fonctionnalité qui était ultra bluffante et c'était trop beau pour être vrai quand ils ont annoncé l'Ignite. La promesse c'est quoi ? C'est qu'on fait un meeting par exemple, tu as des personnes en face de toi qui sont en train de parler en anglais, tu comprends pas. T'appuies un bouton sur Teams, tu choisis la langue dans laquelle tu veux entendre, donc tu choisis français par exemple, et la personne tout d'un coup tu l'entends dans sa propre voix, mais dans la langue que tu as choisie. Donc ça paraissait incroyable. On n'a plus de nouvelles après depuis l'Ignite. Après en janvier à la Modern Work Conférence Paris, ils nous ont dit que ça allait arriver, mais que ça allait être payant. Et donc là j'ai une collègue, et puis là tout à l'heure avant l'émission, on a remarqué que ça arrivait sur notre Teams. Donc sans surcoût apparemment, donc très bien. En tout cas, ça c'est une belle surprise. On n'est pas au courant. Quand c'est en preview, c'est gratuit. Donc on a testé, c'est incroyable parce que du coup ça synthétise réellement la voix. Donc ça c'est très troublant. Ça, du coup comme ça synthétise la voix, ça prend aussi l'intonation, l'émotion, le rire. Enfin, ça prend absolument tout. La seule chose qui trahit un petit peu, c'est que par moment, quand la personne parle un peu vite, tu as un léger décalage entre les lèvres et la voix qui est écoutée. C'est juste ça. Et franchement, pour un service qui est en preview, ça supporte 7 langues, dont l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le portugais et le chinois. Par contre, l'exercice de style que tu as, c'est que tu comprends en français, mais tu dois répondre en anglais. Non. Du coup. Alors, tu peux répondre dans ta langue. Si l'autre, il n'a pas Copilot, on est d'accord. Alors, un autre truc aussi qu'on a remarqué, alors c'est peut-être pour l'instant, c'est que quand on enregistre le meeting, Teams, le meeting est enregistré dans les voix d'origine. Donc, voilà. Donc là, il n'y a pas une surcouche qui peut justement remettre là, peut-être qu'on le verra, mais on le verra, on le montrera dans les réseaux, mais en gros, ça marche très bien.
Et après, il y a d'autres agents qui vont annoncer. Antoine, tu pourras nous le mettre dans la version YouTube, peut-être, le son? Ok. Bon, en tout cas, ça sera dans la version YouTube. Après, il y a d'autres agents qui ont été annoncés. Il y a le Sales Agent. Et c'est ça qui est bien avec la partie M365 Copilot, c'est que Microsoft met à disposition tout un tas d'outils en fait, pour créer l'écosystème d'agents, etc. Mais ils ouvrent la voie en montrant des exemples d'applications. Et il y a un exemple d'application d'agent autonome qui s'appelle le Sales Agent qui a été annoncé il y a quelques semaines déjà. La promesse de cet agent, c'est quoi? C'est que, par exemple, tu mets sur ton site web un formulaire pour être contacté par tes clients. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, on a ça sur notre site web aussi, tu dois gérer manuellement les entrées, prendre contact toi-même avec le client, etc. Ou tu me demandes et je viens te l'automatiser. Voilà. Mais là, c'est natif, avec la partie Sales Agent, c'est qu'il est capable de répondre au client, de vérifier dans ton CRM s'il y avait déjà des informations sur ce compte ou pas, ou de créer des actions, et derrière de restituer ensuite les prochaines étapes pour ton commercial, en disant, ça a l'air d'une piste assez chaude quand même. Voilà les prochaines étapes que je te conseille, voilà le besoin qui a été exprimé, et voilà ce que je te recommande. C'est un cas qui a été présenté de mémoire au dernier dans la démonstration de Copilot Studio. Dans la démonstration de Copilot Studio, là, c'est natif. Là, voilà, c'est pour ça que sans blague, c'est que si Microsoft l'a rendu natif, c'est que moi, c'est une demande fréquente que je reçois en Power Platform de mettre en place des agents autonomes et de l'intelligence artificielle branchée en données commerciales pour faire exactement ce use case. Quelle est la différence, Kevin, avec Copilot for Sales? C'est une des trucs qu'on avait demandé en PGI. Il fait pas la même chose. En fait, ils ont complexifié un peu les choses. Je pense qu'ils vont rationaliser. C'est qu'il y a Copilot Sales, il y a le Sales Agent et il y a le Sales Chat. Ils ont fait 3 trucs. Donc, je pense qu'à terme, soit Copilot Sales... Pour moi, Copilot Sales, si on reprend la définition, ça reste celui qui t'aide à utiliser ton CRM et de saisir tes leads, etc. Enfin, globalement, ça remplace pas un commercial à proprement parler qui fait des rappels, des relances, etc. Le Sales Agent, il automatise la partie prise de lead. Exactement. Donc, c'est là où on peut voir la différence. C'est que c'est un agent, ça pourrait être une personne de ton entreprise qui fait ce rôle-là. L'autre reste l'outil, l'assistant de productivité, en fait. Mais le Sales Chat, qui est un autre agent qu'ils ont annoncé, lui, ça te permet d'interagir en langage naturel avec les données de ton CRM. Donc, je pense qu'à terme, il y a une rationalisation qui va se faire sur la partie sales, mais en tout cas, ça existe. Mais juste pour terminer et reboucler avec le researcher de tout à l'heure, pareil, de researcher, il est capable d'aller travailler comme un maniaque et de chercher dans ton contexte. Par défaut, Microsoft, sur cet agent-là, ils ont mis de l'orchestration en place. Et cet agent researcher, il est capable d'aller interroger d'autres agents s'il pense que c'est pertinent pour son analyse et pour te répondre. Et par défaut, le Sales Agent, par exemple, c'est un des agents qui est pris en charge dans l'orchestration de ce researcher. Donc, s'il pense à un moment dans ta question, il doit aller demander au Sales Agent quelque chose. Il ira activer. donc il y a d'autres agents natifs sur lesquels Microsoft est en train de travailler pour ajouter ça dans l'orchestration de researcher. Mais ils ont mis dans leur roadmap que ils aimeraient donner la possibilité à ce que toi, les agents que tu conçois de ton côté, avec l'intermédiaire de Copilot Studio ou d'autres Declarative Agents, puissent être entrés dans l'orchestration de researcher. Donc, si jamais tu fais un agent spécifique pour ton service juridique, par exemple, et si Researchers pense que l'agent juridique peut t'apporter une réponse qui est très pertinente pour la question que tu lui as posée, il va aller... C'est là où on voit que Researcher est déjà plus qu'un modèle de raisonnement, c'est un orchestrateur aussi. C'est ça. Il y a un orchestrateur compris, donc il va pouvoir faire beaucoup plus que si tu prends O3 Mini ou O3 seul, en fait. Il y a déjà ce back-end qui va nous permettre d'appeler. J'ai une grande question, Kevin, là, sur tout ce qu'on se dit, Researcher, analyste, interpréteur, etc. A priori, pas de surcoût. A priori, pas de surcoût. En tout cas, j'ai cherché un peu partout. Il n'y a pas de date de disponibilité et il n'y a pas d'informations sur les coûts. C'était le cas pour interpréteur aussi. Alors, je sais pas, là, en janvier, à un moment, Microsoft disait que ça allait potentiellement générer un surcoût. Pour moi, je vous le dis, c'est que si à un moment, c'est le cas, ils sont forts parce que là, il n'y aura plus de débat sur Copilot Microsoft 365. Si tu as vraiment un outil d'analyse Excel pointu, un outil de raisonnement avancé, un outil de traduction, live de la voix. Et déjà que moi, la traduction des PowerPoint, c'est ma feature de la décennie. Lui, il était prêt à vendre sa poche. J'en parle tous les jours. Je dis, c'est traduire les PowerPoint. J'en ai déjà parlé, mais j'ai enfin la fonctionnalité chez moi. La valeur derrière la licence, là, elle est incroyable. Et déjà, rien que sur la partie interpréteur, tu prends juste ça dans un contexte international. Tu mets une licence Copilot à des personnes avec ça, des difficultés, c'est juste incroyable. Moi, je pense que ça va. Alors, en tout cas, j'espère que Microsoft va le laisser
ces agents-là, dont même 365, parce que vu qu'ils ont rendu gratuit Copilot Chat, etc., la valeur, elle est là. Il faut une valeur ajoutée à ces 30 € par mois. Et pour moi, si pour 30 € par mois, tu me dis tout ce que tu as dit, alors oui, le traducteur et l'interpréteur, je pense qu'en eux-mêmes, en vrai, c'est la honte que les gens ne vont jamais avouer officiellement qu'ils vont payer 30 € par mois pour ça. Mais oui et non, et ce qu'il faut se rappeler, hein, c'est qu'il y a autant d'usages possibles que de métiers, et du coup il faut trouver la valeur de Copilot à chacun des métiers, et c'est pour ça que moi je blague beaucoup sur la fonctionnalité de traduction automatique des documents complets en gardant le masque sur Copilot et PowerPoint, parce que moi dans mon quotidien, moi qui fais beaucoup de présentations de slides, ça va être un gain de temps monstrueux, et mes 30 $, si je prends l'exemple du 30 $ par mois, dans mon métier, cette simple feature, elle justifie l'achat d'une licence. Oui. Et du coup, quand on regarde l'analyste, pour quelqu'un des métiers de la finance ou des ventes, bah peut-être que cette simple fonctionnalité justifiera encore plus, etc. Et en fait, plus on en rajoute, plus à un moment, en fait, il n'y a plus de débat. Tu te dis, pour 30 $, j'ai quand même 1 milliard de trucs pratiques qui me fait gagner du temps, du confort, du... Bah, moi, et puis même pour la langue, tu vois, par exemple, c'est même pas une question de, tu parles ou tu parles pas la langue. Tu sais, des fois... Même si tu parles d'autres langues, le fait de parler dans ta langue natale, ça débloque aussi des fois juste le relationnel et la réflexion. J'ai par exemple une collègue qui fait des formations dans un groupe, elle peut donner la formation en anglais, mais là en face elle avait des hispanophones, elle a parlé en espagnol, et en fait le courant il est beaucoup plus naturel, il passe mieux, et tu débloques des échanges. Donc rien que sur cette partie-là, tu vois, ça te débloque déjà tout un tas de choses. Avec moi, j'ai un exemple, tu vois, pour la langue, tu disais, pour nous qui nous arrive dans le monde professionnel, et ça nous est tous arrivé. J'avais lundi dernier une grosse journée de meeting à préparer. J'ai dû préparer des slide decks pour une journée d'enchaînement de workshop et de meeting. Vendredi 17h30, oups, on a oublié de vous dire, il y a des mecs qui viennent de toute la planète. À la base, vous m'aviez dit de tout faire en français, quoi, les gars. Bah, là, franchement, ça m'a littéralement pris 1 heure de transformer une journée de workshop en anglais. Alors qu'à la base, on m'avait demandé de le faire en français. Et là, les 30 €, ils sont justifiés. Parce que là, exactement, et en fait, on parle de ça, mais il l'était déjà avant sur plein d'autres usages qu'on démontre, mais ils le sont encore plus pour d'autres métiers, et ça vient s'ajouter sans surcoût, c'est ça qui est dingue, en fait. Et du coup, là où certaines sociétés arrivent encore à avoir du débat, de se dire, est-ce que Copilot, réellement, ça vaut le coup ? J'ai du mal à voir le ROI et tout. Enfin, là, avec tout ce qu'on voit arriver, ce qui est déjà disponible, la traduction est là, c'est juste monstrueux ce qu'ils peuvent faire à partir d'une simple licence, et c'est vraiment la vision, hein, le Office de demain, il passe par tous ces outils intelligents de productivité. Je vais devoir finir là-dessus, messieurs, et Kevin, on s'en reparlera certainement, parce qu'à mon avis, on aura d'autres nouvelles, il y en a plein de choses à se dire d'ailleurs. J'ai un mot de la fin. Vas-y. On a énormément utilisé le mot RAG dans cette vidéo. Juste dans toutes les vidéos d'ailleurs. Dans tout ça là. À la fin de ce tournage, à la fin de ce live, allez sur la chaîne YouTube Expert Time, parce qu'une fois qu'il va sortir de la salle, notre régie, il va mettre en ligne une vidéo de vulgarisation du RAG en environnement Microsoft sur la chaîne Expert Time. Et c'est un très bon rappel, mon Romain. Merci. Donc abonnez-vous sur la chaîne Expert Time. C'était l'épisode 22 des Têtes dans le Cloud. On espère, comme d'habitude, que vous avez apprécié. Vous êtes en tout cas toujours plus nombreux. Merci Maxime pour ta première participation. Avec plaisir. S'il y a une seconde, c'est qu'il aura apprécié également. Et puis